Bonjour à tous et merci pour l'opportunité que vous me donnez de présenter. Donc le but de cette présentation, c'est de présenter les différentes approches single-cell transcriptomiques et protéomiques qu'on a réalisées sur le sang et une biopsie de patients atteints d'hépatite auto-immune afin de mieux comprendre les cellules impliquées dans cette pathologie et plus particulièrement les lymphocytes T CD4. Donc, brève introduction sur l'hépatite auto-immune, mais je pense que vous l'avez déjà un peu vu ce matin, ou tout à l'heure, ce matin on est toujours le matin. Nous, ce qui est intéressant du point de vue immunologique sur ces pathologies, c'est qu'il y a un fort infiltrat immunitaire qui est observé sur les biopsies au moment du diagnostic, et cet infiltrat se compose de lymphocytes T, CD4, CD8, qui vont, eux, détruire les hépatocytes, et aussi de lymphocytes B, et de plasmocytes. Et une des particularités aussi, c'est que chez ces patients, dans le sérum, on va retrouver des auto-anticorps, tels que l'anti-SLA, anti-LKM1 et autres, et aussi un niveau élevé d'immunoglobuline. Donc nous, la question qu'on s'est posée, c'était quel était le profil de ces lymphocytes T qui sont impliqués dans la destruction du foie, des cellules hépatiques. Donc on focus principalement sur les lymphocytes TCD4, parce qu'on met l'hypothèse qu'ils ont un rôle vraiment central dans l'HAI, dans l'hépatite auto-immune. Donc ici, c'est pour un peu récapituler le rôle qu'ont les CD4, les lymphocytes CD4 dans la réponse immune. Il va avoir une réponse contre un auto-antigène qui va être capté par des cellules présentatrices d'antigènes, et ces auto-antigènes vont être découpés en peptides et présentés à des lymphocytes CD4 qui, eux, vont avoir un rôle important dans l'initiation de la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes producteurs d'auto-anticorps, mais aussi, ils vont favoriser la différenciation des CD8 en cellules cytotoxiques qui vont détruire les hépatocytes. Donc, notre question, c'est comment on a fait pour pouvoir caractériser ces cellules autoréactives chez les patients. Le problème majeur dans ce cas-ci, c'est que l'accès à la biopsie, l'accès au foie est très limité. En effet, on a juste accès à une seule biopsie, c'est au moment du diagnostic, c'est vraiment une petite biopsie d'1 cm sur 2 mm, et qui permet de faire des analyses histologiques classiques et une analyse spatiale pour voir un peu la distribution des cellules, ou en parallèle, on peut faire des études de bulk, de gènes, de protéines sur cette biopsie. Donc pour nous, c'est un peu limitant pour étudier la résolution des lymphocytes T, et donc c'est pour ça qu'on s'intéresse, on s'est posé la question, est-ce qu'on ne pouvait pas utiliser plutôt le sang pour identifier ces éléments ? Et donc parce que dans le sang, chez les patients, on peut demander d'avoir des prélèvements régulièrement ou pas, et réaliser des études longitudinales et pouvoir isoler les cellules d'intérêt jusqu'au niveau unicellulaire pour pouvoir faire des études approfondies. Et donc l'hypothèse qu'on a posée, qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on était capable finalement de détecter ces CD4 autoréactifs dans le sang des patients. Donc pour ça, l'approche qu'on a utilisée, c'est une approche single cell. On a extrait les PBMC des patients, les cellules sanguines des patients, qu'on a activé in vitro avec des peptides qui étaient dérivés des auto-antigènes. Donc CEPSEC qui est la cible de l'anti-SLA, cible de D6 qui est la cible de LKM1, et PDCE2 qui est la cible des anti-M2. Et grâce à cette approche, j'en parlerai un petit peu après, on a été capable d'isoler ces cellules autoréactives CD4, et on a réalisé une analyse transcriptomique single cell sur ces cellules sanguines. Rapidement, la méthode de détection, ça est basé sur l'interaction entre le CMH de classe 2 de la cellule présentatrice d'antigène, le peptide et le TCR. La cellule T qui a un TCR qui est capable de reconnaître le peptide va s'activer et upréguler ou exprimer le CD40 ligand, qui est pour nous le CD154. Donc, brièvement, c'est un peu ce qu'on observe ici. Donc, quand on active nos cellules avec soit des peptides dérivés de CEPSEC, cible de D6 ou PDCE2 de différents patients, ici c'est 3 patients différents, un patient SLA+, un patient LKM1+, et un patient anti-M2+, et quand on compare au contrôle négatif, on peut apercevoir l'émergence de cellules qui expriment le CD154. Un phénotype rapide a permis de montrer qu'elles étaient PD1+, et CXR5-, donc on peut voir ici la fréquence qui est de à peine 200 cellules par million de CD4. Donc oui, on est capable de détecter les cellules autoréactives qui sont associées à la présence d'auto-anticorps dans les maladies auto-immunes du foie. Et en contrôle, on a utilisé des cellules qui étaient réactives à Spike, SARS-CoV-2, à MP1 qui est associé à l'influenza,
et un MP65 qui est associé au gène un antigène présent dans le candidat albicans. Donc à partir de cette suspension cellulaire, on a trié les cellules CD154+, et on les a isolées une cellule par puits, grâce à une méthode qui a été développée par des collaborateurs à Marseille, le laboratoire de Pierre Millepied, au CIML. Et voici les résultats qu'on obtient. Donc après, ce qu'on observe, c'est que les cellules autoréactives, qu'elles soient spécifiques de PDCE2, CYP2D6 ou CEP-SEC, sont regroupées ensemble. Elles clusterisent ensemble. Et elles sont vraiment différentes en termes de transcriptomique vis-à-vis de cellules qui sont spécifiques de l'influenza, de SARS-CoV ou du Candida albicans. Donc, le cluster ici présent, c'est le cluster de l'autoréactivité. Et on retrouve des gènes de cette autoréactivité qu'on a établis, qui sont impliqués dans le soutien aux cellules B, qui sont CXL13 et LIL21, mais aussi qui ont un profil de cellules fatiguées, exhausted, TIGIT, CTLA4, TOX. Donc la question qui a suivi, c'est est-ce que ces cellules, elles sont vraiment liées à la réactivité au niveau du foie? Et malheureusement, on n'a pas accès on n'avait pas accès aux biopsies congelées pour faire des analyses plus poussées de ces patients qui avaient des auto-anticorps spécifiques. Donc, ce qu'on s'est posé comme question, est-ce qu'on était capable de trouver des cellules qui avaient un profil autoréactif dans le sang des patients qui partageaient une clonalité avec les TCR qui étaient enrichis dans le foie. Donc, on a pu obtenir 4 biopsies congelées de patients pour lesquels on avait des PBMC, PBMC en parallèle. Donc on a fait une extraction de l'ADN génomique de ces biopsies pour séquencer les TCR, pour évaluer la clonalité. C'est l'importance des clones TCR qui sont présents dans le foie. Et on a comparé à la population PD1+, qui était triée au niveau single cell. Donc voilà la méthodologie. Donc on trie ces cellules PD1+, on les charge dans le TNX pour pouvoir analyser jusqu'à 10 000 cellules, et on réalise une analyse transcriptomique. Donc ici sont les résultats qu'on obtient sur la population PD1+, qui est finalement une population assez hétérogène. On va retrouver des T régulateurs et aussi des T CD4 cytotoxiques et des T effecteurs, qu'on va retrouver ici, NKG7 et Granzyme K, et aussi d'autres populations centrales mémoire, comme une population HLA-DR. On a matché ces datas avec la proportion de TCR dans le foie, donc ça veut dire qu'on a recherché dans ce bulk single cell les TCR qui étaient les plus abondants dans le foie. Et ce qu'on remarque, c'est ce qu'on voit ici, c'est que sur le top 20 des TCR intrahépatiques, on retrouve une accumulation dans le cluster 2, qui est le cluster TCM-HLA-DR. Donc, voilà. Et donc, on a matché pour savoir s'il y avait une ressemblance avec les cellules, la signature autoréactive qu'on avait définie au début. On a créé un score, en fait, basé sur le gène des cellules autoréactives qu'on a défini avec notre première base d'analyse single cell, et on l'a matché sur ce clustering. Et ce qui ressort, c'est que les cellules qui ont un score le plus proche des cellules autoréactives, c'est les cellules du cluster 2. Alors que si on fait la même chose avec des cellules qui ont une signature de réactivité à influenza, on voit qu'elles sont plutôt dans ces clusters-là, qui sont des clusters associés à la cytotoxicité. Donc, globalement, ces résultats montrent qu'on a un lien, finalement, entre ce qu'on trouve dans le sang et la clonalité dans le foie. C'est que vraiment, on est capable de détecter dans le sang des éléments qui sont probablement issus du foie. À partir de ces datas, on s'est intéressé au phénotype de ces cellules. C'est bien gentil de pouvoir faire une transcriptomique dessus, mais est-ce qu'on est capable de les isoler et de les caractériser au niveau protéomique? Et pour cela, on a réalisé une approche en cytométrie spectrale qui permet d'analyser jusqu'à un grand nombre de marqueurs cellulaires. Donc, parce qu'il faut savoir que la cytométrie, c'est une analyse single cell, c'est chaque cellule est analysée indépendamment des autres pour les marqueurs de surface. Et donc sur cette approche, on a utilisé une vingtaine de marqueurs, certains qui ont permis l'exclusion de certaines populations qui nous intéressaient moins, comme le CD1656 et le CD8, pour éliminer tout ce qui était NK et CD8. D'autres marqueurs qui sont révélés non relevants,
par leur faible expression, et on a une quinzaine à peu près de marqueurs qui nous ont servi à cette étude. Donc pour cette étude, nous avons comparé des patients qui étaient actifs, des patients HAI actifs, 14 patients au diagnostic, 13 patients en rémission complète et 5 NASH. C'est la même base de données qu'on a utilisée pour l'analyse CD8, mais là c'est la contrepartie CD4. Et quand on réalise cette analyse, on fait une analyse en clustering, une analyse non supervisée, et on peut voir ici que la population CD4 mémoire est décomposée jusqu'à 15 clusters différents. Et quand on compare cette population, l'abondance de ces clusters entre patients qui ont une hépatite auto-immune active et une NASH, on se rend compte qu'il y a 3 clusters qui sont enrichis chez les patients qui ont une hépatite auto-immune active, qui sont, alors je ne sais pas si on voit très bien, oui, ici, qui expriment PD1, TIGIT et HLA-DR ou non. Donc voilà. Au final, on se retrouve avec 3 sets de data qui montrent que oui, on peut détecter des cellules autoréactives qui sont spécifiques ou non de l'auto-antigène hépatique, qui ont un profil similaire qui est associé à l'expression de PD1, TIGIT et HLA-DR et qui expriment très peu le CD127 qui est le récepteur à l'IL7. C'était une analyse non supervisée, donc la question qui a suivi, c'est est-ce qu'on est capable de trouver cette population de manière supervisée pour pouvoir éventuellement réaliser des tris derrière ou établir des biomarqueurs, parce que l'analyse non supervisée, c'est quelque chose qui est peu standardisable. Donc pour cela, on a cherché cette sous-population de manière plus supervisée, puis de manière classique, après analyse de cytométrie en flux. Donc ici, on a un gating sur la population CD4 des centrales mémoire, qui sont 45 RA-, CD27+. On élimine les TFH qui sont CXR5+, parce qu'on avait remarqué qu'elles n'étaient pas CXR5, les cellules d'intérêt. On élimine les Treg, parce qu'on s'intéresse aux autres cellules. On a vu qu'il n'y avait pas d'enrichissement de notre signature autoréactive dans le compartiment T-régulateur. Et après, on s'intéresse au marqueur PD1 TIGIT et on regarde l'expression de HLA-DR et ICOS. Et on voit que sur ces cellules, on a un enrichissement de cellules CD38+. Et quand on compare la fréquence de cette population dans le sang des patients qui sont au diagnostic ou en phase active versus des patients en rémission en NASH, on voit bien qu'il y a une accumulation de ces cellules pendant la phase active, qui corrèle un peu avec les datas que vous avez vues précédemment sur la population CD8. Là, on parle de la population CD4. Donc, la conclusion, c'est que finalement, cette population-là est potentiellement le réservoir de l'autoréactivité dans le sang et qu'on est capable de la détecter. Donc, la question qui a suivi, c'est est-ce qu'elle était détectable sur la biopsie et quelle était leur distribution au niveau du tissu. Donc pour cela, on a développé une approche single-cell spatial protéomique, donc avec l'aide d'un phénocycler qui permet de faire une analyse multiparamétrique et à partir d'une biopsie. Donc à l'heure actuelle, on est en train d'en générer beaucoup plus, et un panel de 13 marqueurs. On pourrait aller plus loin, mais pour l'instant, on est basé sur 13 et on est en train de développer l'approche avec jusqu'à 25 marqueurs. Qui permettent d'avoir simultanément tout ce panel d'expression d'antigènes au niveau du foie. Voilà les résultats qu'on obtient. Donc, on obtient donc c'est de la fluorescence, hein, c'est des anticorps qui sont couplés à des barcodes fluorescents. Et les résultats qu'on obtient, c'est l'expression de marqueurs avec de la fluorescence, ce qui limite notre interprétation. Et pour cela, on est obligé de passer par des étapes de segmentation pour pouvoir affilier à chaque cellule une quantité de marqueurs donnée et la définir comme une population X pour pouvoir après l'analyser de manière un peu plus aisée. Donc si on prend l'exemple ici on voit l'expression du CD20 et du CD21 sur la biopsie. Et après, si on regarde un peu plus en profondeur, donc attendez, je vois pas trop, oui, en plus la résolution n'est pas bonne. Donc on a en vert le CD20 qui représente les B. Le bleu, c'est le CD21 qui représente les dendritiques folliculaires, et en rouge, les CD4. Et en blanc, c'est le noyau d'appui. Et donc, après, on ne va pas monter plus loin en nombre de marqueurs analysables en un seul coup.
coup. Donc ici, on peut voir aussi l'expression en bleu du CXR5, de PD1 en rouge et de, je ne sais plus, en vert. Ça doit être le CD8 en vert qui était plutôt autour. Donc, ce sont les limites de l'analyse en fluorescence. Donc, c'est pour ça qu'on passe par une étape de segmentation qui est un algorithme qui permet de faire le contour de chaque cellule. Et après, à chaque cellule, on peut attribuer un marqueur et plusieurs marqueurs et obtenir des images comme celle-ci. Donc, si je rentre un peu dans le détail de l'analyse de cette approche, c'est comme la cytométrie en flux, c'est une analyse en gating stratégie. Et donc, on va dire, par exemple, au début, on élimine les CD31+, on dit ça, c'est des cellules épithéliales, et ainsi de suite. Donc, on a une sorte d'arborescence qui nous permet de définir les sous-populations avec les CD21+, dans la zone folliculaire dendritique et aller chercher les CD4 et les CD8 dans cette zone qui expriment plus ou moins le PD1. Donc, on va se retrouver avec des formats data comme ça pour guetter nos populations et les réanalyser derrière. Et voilà les datas qu'on va obtenir, c'est qu'ici on va avoir une biopsie hépatique avec des zones claires qui sont les zones non B, des zones B et des zones violettes, les zones FDC. Et après, quand on regarde un peu plus en détail, dedans on va pouvoir mettre nos cellules PD1, CD4 qui sont dans ces zones-là et les autres populations d'intérêt. Et nous, on s'intéressait forcément aux cellules PD1, CD4. Donc, on remarque qu'elles sont proportionnellement plus importantes dans la zone B et FDC que les CD4 PD1- ou les CD8+. Et ici, voilà, c'est juste pour confirmer par la fluorescence qu'on est capable de détecter des CD4 en vert avec du PD1 en rouge. Et de l'autre côté, on a l'expression de différents marqueurs avec du CD31 pour des vaisseaux qui sont plutôt hors de ces infiltrats B et que ces infiltrats B sont aussi riches en CXR5 qui est le récepteur au chémokine des lymphocytes B pour former ces nodules. Grâce à cette approche aussi, on peut analyser des distances cellulaires entre les populations. Et c'est un peu ce qu'on voit ici. Donc, plus c'est bleu, plus c'est une question d'abondance. Donc, il ne faut pas trop faire attention à ça, mais c'est plutôt, si on prend par exemple la population PD1+, c'est la proportion ici de cette population qui est proche d'une autre. Donc, on peut voir si on étudie par exemple la population PD1+, CD4+, on peut se rendre compte qu'elle est à 47% proche de la zone B. Et ainsi de suite. Après, on peut faire des analyses comme ça. Et quand on regarde les CD8, ils sont à 64%, si je ne dis pas de bêtises, proches de la zone non B. Donc, ça permet de faire des calculs de distance et après, potentiellement, de comparer des biopsies entre cas cliniques. Et voilà. Et dans tous les cas, et dans notre cas, en tout cas, ça nous permet de nous confirmer que ces cellules PD1+, CD4+, sont potentiellement impliquées dans cette organisation cette interaction avec les B et potentiellement pour générer des CD8 en parallèle. Donc en conclusion, ces différentes approches single cell qu'on a réalisées sur le sang des patients et avec très peu d'accès aux biopsies nous ont permis de montrer qu'on avait quand même des cellules spécifiques d'auto-antigènes dans le sang et qui partageaient une signature identique aux cellules qui avaient un clonotype présent dans le foie. Donc, cette signature autoréactive qu'on a définie, elle est vraiment associée à une réponse chronique à l'antigène. Elle semble être associée à une réponse chronique à l'antigène dans le tissu, avec l'expression de ces marqueurs PD1, TIGIT, CTLA4, et que ces cellules CD4 sont probablement localisées dans ces structures B au niveau du foie chez les patients atteints d'hépatite auto-immune. Donc, en conclusion, c'est que finalement, ces CD4 autoréactifs présents dans le sang ont probablement une origine intrahépatique, ce qu'on détecte, et que durant la chronicité de la maladie, les T autoréactifs qu'on va retrouver dans le sang sont probablement dus à une fuite de ces clones qui ont une forte expansion au niveau du foie. Et finalement, le dernier mot, c'est que finalement, oui, avec le sang, on a une source pour des perspectives cliniques qui semblent intéressantes pour établir soit des biomarqueurs ou faire des tests in vitro pour trouver de nouvelles cibles thérapeutiques, par exemple.
les remerciements. Je remercie toutes les personnes qui participent à ce travail, le CHU de Nantes, mais aussi le réseau Hepatingo qui est indispensable pour nos travaux, et les différents collaborateurs, notamment le CIML à Marseille pour toutes les approches single cell transcriptomiques. Merci de votre attention. Voilà.